Bonjour Jeanne, Bonjour. est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que c'est que l'April? Alors, je suis responsable des affaires publiques à l'April. Donc, l'April, c'est l'association de promotion et de défense du logiciel libre. C'est-à-dire qu'on s'occupe de sensibiliser et d'informer à la fois le grand public et aussi les pouvoirs publics à ce que c'est que le logiciel libre et à faire en sorte que l'écosystème politique, juridique, etc. soit au moins pas trop défavorable, voire même idéalement favorable au logiciel libre. Alors c'est quoi un logiciel libre? Alors, un logiciel libre, c'est un logiciel qui respecte les 4 libertés. Alors la première liberté, ça va être la liberté d'usage, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le logiciel comme vous le souhaitez. Ensuite, vous avez la liberté d'utiliser le code, donc c'est-à-dire de voir comment le logiciel fonctionne. Vous avez D'avoir accès à la recette du logiciel, exactement. Et après, vous avez le droit de le modifier. Donc si vous trouvez qu'il serait amélioré en ajoutant du sel, par exemple, pour reprendre la comparaison avec une recette, vous pouvez tout à fait le faire. Et enfin, vous pouvez le redistribuer, c'est-à-dire que soit le logiciel original, soit celui que vous avez amélioré, vous pouvez librement le distribuer au monde entier, à vos amis, etc. Alors, dans les logiciels libres les plus connus, il y a Firefox, voilà. OpenOffice qui est un équivalent de Office. Voilà, il y a aussi VLC comme lecteur multimédia qui est assez utilisé. Voilà. Alors, moi, je suis venu te voir notamment par rapport à Office. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007, apparemment d'après les documents que j'ai réussi à obtenir, il y a eu une offensive, c'est comme ça que ça a été qualifié de Microsoft, de lobbying, qui a proposé au ministère de la Défense d'unifier tous les contrats qu'avaient passés les différentes armées de terre, armées de l'air, marine, etc., avec Microsoft, pour proposer un contrat unique qui a été surnommé d'Open Bar au ministère de la Défense pour que tous les militaires puissent piocher, se servir dans les logiciels Microsoft et essentiellement pouvoir utiliser la suite Office. Et ça coûtait 100 € par poste par an. Et le contrat là va être renouvelé, au bout de 4 ans il va être renouvelé, sauf que April a posé des questions au gouvernement et au ministère de la Défense et vous n'avez pas de réponse. Est-ce que tu peux nous parler des questions que tu as posées au ministère et au gouvernement? Tout à fait. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, apparemment, il y a eu donc un accord cadre qui a été signé entre le ministère de la Défense et Microsoft Irlande, d'ailleurs, et même pas Microsoft France. Alors, pourquoi Microsoft Irlande? Principalement pour des raisons, pour éviter un certain nombre d'impôts et autres. La fiscalité. Voilà. On a un siège Microsoft en France, on n'était pas obligé de passer par l'Irlande. Bien sûr, mais apparemment, pour des raisons a priori fiscales, on ne voit pas d'autres explications vraiment, c'est Microsoft Irlande qui a décidé de signer le contrat. Donc ce contrat il a été signé en 2009 sans qu'il y ait aucun appel d'offres, aucune mise en concurrence, aucune publicité. Et ça c'est légal, le fait de ne pas passer par un appel d'offres? Alors, il n'y a pas de juge qui s'est penché sur la question, mais ça nous semble en tout cas clairement illégal. Et en tout cas illégitime, parce que tout ce qui est principe des marchés publics dit qu'on doit avoir de la publicité à l'avance, qu'on doit avoir une mise en concurrence, etc. Même si on décide au final qu'on doit opter pour ce type d'accord, au moins il y a de la publicité au début. Là, c'était fait dans le plus grand secret. On l'a appris finalement après coup. Qu'on avait ce type de contrat qui était signé, en plus complètement open bar, c'est-à-dire qu'on a simplement un contrat de location pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans, on peut prendre les logiciels qu'on veut, mais on les loue. Donc une fois que le contrat est signé... C'est ça qui est important, c'est que c'est pas, on n'achète pas un logiciel, on loue le droit de s'en servir tous les ans. Absolument. Vraiment, c'est un droit de location qu'a pris le ministère de la Défense vis-à-vis de Microsoft. C'est-à-dire que pendant 4 ans, ils ont le droit d'utiliser les logiciels. Mais une fois que c'est terminé, une fois que le contrat est terminé, ils ne peuvent plus les utiliser, même s'ils sont encore dans leur machine ou qu'ils sont encore installés. C'est simplement une interdiction complète. C'est même pas un achat de licence ou quoi que ce soit. Donc ce contrat avait été passé en 2009, donc on savait qu'en 2013, vu que le contrat était pour 4 ans, il doit être renouvelé. Donc cette année, sans doute dans les prochaines semaines, même si une fois de plus on n'a aucune information, le contrat n'est absolument pas public, il n'y a toujours pas eu ni appel d'offres, ni publicité, ni quoi que ce soit sur le sujet. Et c'est pour ça qu'à l'April, on a essayé de réagir, d'abord pour obtenir les documents, parce qu'on sait qu'il y a eu des discussions, des négociations en interne d'abord sur le premier contrat, donc Open Bar Microsoft avec la Défense, et aussi sur le renouvellement de ce contrat, et aussi pour savoir ce qu'il en est exactement aujourd'hui. Alors, juste pour que les gens comprennent, aujourd'hui, plutôt que d'acheter une licence pour le droit d'utiliser la suite Office de Microsoft, il existe des alternatives en logiciel libre qui sont en plus gratuites et qui sont tout aussi fonctionnelles
que la suite Office de Microsoft. C'est quoi la différence entre les alternatives libres à la suite Office et la suite Office? Alors, ce sont des logiciels différents. Après, on peut considérer qu'ils sont tout aussi efficaces, qu'ils fonctionnent bien. Et c'est vrai qu'effectivement, alors même s'il faut bien voir que le logiciel libre ne veut pas nécessairement dire gratuit, parce que tout ce qui est coût de développement, faut aussi de support et de formation des personnels, il existe. Cependant, on n'a pas effectivement de coût de licence, donc souvent le logiciel libre est moins coûteux, mais aussi, et c'est sans doute là que c'est plus important, et surtout pour un ministère régalien comme celui de la Défense, c'est qu'on est avec des logiciels où on a beaucoup de fournisseurs qui peuvent proposer du support, de la maintenance, etc. Donc on n'est pas lié à un seul éditeur, à un seul fournisseur qui est dans une situation monopolistique. Finalement, aujourd'hui, ce qu'on a à la Défense, c'est qu'on est complètement dépendant de Microsoft, puisque c'est eux qui proposent l'ensemble des produits. On a même un centre de compétences Microsoft au sein du ministère lui-même, ce qui pose quand même des problèmes. C'est au sein du fort du Kremlin-Bicêtre. Il y a des militaires qui travaillent avec des ingénieurs de Microsoft et qui supervisent l'ensemble du parc informatique des militaires français. Et on a même un centre de compétences Microsoft, donc avec des gens employés par Microsoft au sein du ministère de la Défense, qui y travaillent. Donc c'est-à-dire que Microsoft, société américaine, connaît le détail de l'ensemble du parc informatique militaire français. Alors, on ne peut pas savoir exactement s'ils connaissent pas, mais le fait est qu'ils sont dans les bureaux et qu'ils ont des bureaux au sein du ministère. Donc on peut se douter qu'en tout cas ils ont au moins sans doute des possibilités d'accès à des informations sur le fonctionnement du ministère de la Défense. À ce propos, donc, moi j'ai plein de documents qui ont fuité et que j'ai pu me procurer. Dans un de ces documents qui est rapport du groupe de travail mis en place par l'armée française pour regarder, pour étudier la proposition de Microsoft, il la déconseille. Ils déconseillent fortement la proposition de Microsoft parce qu'ils disent il y a une perte de souveraineté nationale parce que c'est une entreprise américaine qui aura accès en tout cas aux infrastructures du ministère de la Défense, parce qu'il y a un risque en termes de sécurité informatique, parce que la NSA, qui est le service de renseignement américain en charge de l'espionnage des télécommunications, peut éventuellement introduire des portes dérobées ou accéder au logiciel Microsoft. Et ils disent que c'est en dépit du bon sens, ils parlent de perte de souveraineté nationale. Absolument, et c'est pour ça qu'en plus le logiciel libre serait clairement un avantage, notamment pour des ministères régaliens comme le ministère de la Défense, parce que le logiciel libre, on a accès à la recette, on a accès au code, donc ça veut dire que les experts du ministère peuvent surveiller ce que fait le logiciel, ce qui n'est pas le cas avec des logiciels Microsoft, où c'est une boîte noire, donc on n'a plus qu'à espérer que le logiciel fait bien, et ne fait bien que ce que Microsoft dit. Donc là, on a clairement une perte de souveraineté et un danger, on va être clair, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas ce que fait le logiciel. Et le fait de favoriser systématiquement ce type de logiciel, en dépit du logiciel libre, en dépit aussi de ce que recommandent des commissions comme la Commission des marchés publics de l'État, c'est un non-sens absolu et c'est sans doute même dangereux. Justement, dans le rapport de la Commission des marchés publics, le rapporteur qualifiait la proposition de Microsoft de abus de position dominante, au travers, par exemple, d'un délit de vente lié. Il parlait également il dénonçait l'asymétrie de compétences et d'informations entre Microsoft et l'armée. Grosso modo, il expliquait que Microsoft en savait bien plus sur le parc informatique de l'armée que l'armée n'en sait sur ses propres ordinateurs. Et que ce soit les experts militaires ou le rapporteur de la Commission des marchés publics déconseillaient l'offre de Microsoft. Comment ça se fait que finalement c'est l'offre Microsoft qui a été achetée ? Ça, on n'en sait rien, finalement. Vu qu'il n'y a aucune transparence qui a été faite sur le dossier, finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça, c'est des questions que vous avez posées au gouvernement et au ministère de la Défense ? C'est des questions, on s'est interrogé. Nous, on s'est principalement concentrés sur ce qui va se passer aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que le renouvellement va avoir lieu ? Si oui, dans quelles conditions ? Et aussi pour demander simplement la renégociation du contrat. Et aussi dans la transparence et dans le respect des règles des marchés publics. Donc ça, on l'a demandé. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. On a aussi demandé que les documents nous soient communiqués. Donc on a fait une demande d'accès aux documents administratifs. On a fait ça en mi-février. On n'a toujours pas de réponse. On a saisi en forme d'appel la commission à l'accès aux documents administratifs qui, eux, doivent nous rendre une réponse d'ici une quinzaine de jours. Donc on peut espérer que ça se débloque et qu'on puisse déjà savoir ce qui se passe. Parce que c'est la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucun chiffre officiel, en tout cas, même s'il y a des documents qui ont pu fuiter dans la presse. On ne sait pas exactement ce qui se passe et ce à quoi on a affaire. Et quand tu dis que Microsoft sait mieux que le ministère
simplement quel est le parc informatique du ministère de la Défense et comment ça se passe aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus vrai dans beaucoup de ministères, où on voit aujourd'hui qu'on a une forme de mainmise complète. Et juste, pour rebondir sur un terme que tu utilisais, qui était la vente liée, c'est finalement proche de ce qu'on voit aussi dans le commerce grand public d'informatique. Quand on va acheter un ordinateur, souvent on se retrouve forcé d'acheter un certain nombre de logiciels, souvent du Microsoft. On ne s'en rend pas compte, mais en réalité, c'est 20 à 30% du prix qu'on paye quand on achète un ordinateur en grande surface, c'est les logiciels, et les logiciels Microsoft pour une grande part d'entre eux. Et c'est finalement cette forme de vente liée, on associe l'idée d'un ordinateur à Microsoft qui pose problème, et on se retrouve dans des situations complètement ubuesques, comme on voit aujourd'hui au ministère de la Défense, où c'est Microsoft qui contrôle finalement la totalité de l'infrastructure informatique, ou au moins bureautique, du ministère. Alors ce qui est étonnant également, c'est que dans le rapport du comité d'experts, il pointait du doigt un risque d'addiction, enfin d'accoutumance et d'addiction. Addiction, c'est un terme très lourd. Et dans un courrier qui date de janvier 2013, qui a été signé par le responsable de la DIRISI, qui est la direction informatique du ministère de la Défense, il écrit texto, il n'y a pas de dépendance au logiciel Microsoft, mais en même temps, un sondage a été effectué auprès de 19 corps d'armée, qui représentent 85% des utilisateurs militaires, ils veulent tous du Microsoft. Oui, parfois ils n'ont pas forcément conscience de la dépendance, puisque c'est tellement une évidence peut-être pour eux d'utiliser du Microsoft, parce que finalement ils n'ont jamais connu autre chose dans leur cadre professionnel, que pour eux, il n'existe simplement rien d'autre. Et c'est bien dans ce type de situation qui est dangereuse aujourd'hui, c'est qu'avec ce type d'accord, et en plus on voit la tentation pour Microsoft d'aller faire généraliser ce type d'accord dans d'autres ministères, on a complètement l'idée qu'on fait des accords comme ça, donc on prend de Microsoft à toutes les sauces pour tous les types d'usages, en plus sous une forme open bar où on ne se rend pas vraiment compte du coût financier que ça représente, et il y a du Microsoft partout, et Microsoft semble la norme, on ne peut pas faire autrement ni utiliser autre chose. Et là, dans le courrier effectivement de janvier, il est question que d'autres ministères adoptent eux aussi ce contrat open bar, ministère du Travail, de la Santé, commissariat à l'énergie atomique, la Cour des comptes et la Direction générale des finances publiques. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le rapporteur de la Cour des comptes avait, et les experts militaires avaient eux aussi dénoncé le fait que c'est un peu à la manière d'une pieuvre, comme ça, ils vont commencer à étendre leur mainmise sur les ordinateurs de l'administration. Il y a une forme en fait, de dépendance qui est créée, justement avec ce type de contrat open bar, où c'est simplement de la location, où Microsoft propose ce type de contrat qui, au premier abord, peut sembler moins cher à certains ministères, sauf qu'ils ne prennent pas en compte les coûts de sortie, les coûts de renouvellement, etc. Et donc, finalement, c'est la première prise qui est peu coûteuse, et on les rend dépendants, et ensuite, les gens ne peuvent simplement plus en sortir, sont complètement dépendants d'un seul fournisseur qui est Microsoft, et donc sont contraints de rester avec lui. Et quand on voit aujourd'hui que le gouvernement, et notamment le Premier ministre, commence à faire un certain nombre d'annonces en faveur du logiciel libre, ou même déjà en disant aux différents ministères qu'il faut envisager le logiciel libre à égalité avec les autres solutions pour l'usage dans les administrations, finalement, ce qu'on voit avec ce type de contrat, c'est une contre-offensive de la part de Microsoft pour garder le pouvoir dans les différents ministères et dans l'administration publique en France. Sachant que ce contrat, il doit être renouvelé fin avril, début mai, je crois. Quelque chose comme ça. A priori, on n'a pas de chiffre officiel. Pour en revenir à la notion de dépendance, quelque chose également qu'on testait, pointait du doigt les experts de l'armée française, c'était le fait que dans le contrat, il y a un droit de sortie équivalent à 1,5 année de contrat. C'est-à-dire que le fait de dire à Microsoft « je ne veux plus louer vos logiciels », il faut payer pour ne plus avoir le droit de louer leurs logiciels. Donc il y a vraiment un côté... Voilà. Voilà, on nous pointe, surtout la première fois que le contrat a été signé, la baisse des coûts qu'il représente, mais en réalité, on s'enferme dans un système et il devient extrêmement coûteux d'en sortir. Et c'est pour ça, pour nous, c'est vraiment essentiel, pour nous à l'April, que quand on envisage le coût, on envisage l'ensemble des coûts. Et aussi la possibilité de passer à une autre solution. Là, dans le courrier de janvier, c'est marqué qu'ils ont négocié une baisse de 49% par rapport aux tarifs pratiqués par Microsoft en règle générale. Et donc il est super content parce que 49% c'est vachement bien. Sauf que ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'en fait aujourd'hui c'est 49%, mais 4 ans après, là tu payes la facture. Voilà, il faut voir ça quelque part comme une offre promotionnelle. Au début, ça peut sembler peu cher, sauf que si on doit payer des coûts beaucoup plus élevés après, ou si on veut changer de fournisseur, finalement, on a un coût global qui est nettement plus élevé que ce qui paraît au premier abord. Et c'est typiquement ce type de stratégie qui est utilisée ici par Microsoft. Ouais. Comment t'expliques le fait qu'il n'y ait pas de réponse ?
Alors, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Ça peut s'expliquer parce que, déjà, ça gêne potentiellement un certain nombre de personnes dans les différents ministères. Après, visiblement, il y a une culture du secret autour de ce type de contrat qui a été faite et qui n'ont pas spécialement envie d'en sortir. Même s'il y a quand même eu, dans la presse, il me semble, un ou deux retours de la part, notamment du service des achats de l'État et aussi du ministère, qui ont fait des réponses très brèves et très rapides, en expliquant que comme Microsoft était les seuls à pouvoir fournir des produits Microsoft, on n'avait pas besoin de faire de marché ni de publicité. Mais bon, l'argument peut sembler quand même un peu tautologique. Alors, un autre point qui était pointé du doigt par les militaires, c'était que ça affaiblissait l'industrie du logiciel français, parce qu'on passait effectivement par une entreprise, même si elle est établie en France, une entreprise qui est américaine. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette entreprise, ces entreprises françaises, et notamment celles qui font du logiciel libre, parce qu'il y en a pas mal qui travaillent déjà pour l'armée. Oui, absolument. Enfin, pas que pour l'armée, mais entre autres pour l'armée. Oui, mais on a en France aujourd'hui actuellement de plus en plus d'entreprises du logiciel libre, qui sont d'ailleurs plutôt en croissance. Alors, c'est différentes tailles de boîtes, même si c'est majoritairement des PME, et en tout cas qui progressent. Et en même temps, quand on voit ce type de marché, finalement, ça les exclut complètement. Elles n'ont juste plus la possibilité de contracter avec l'État, ce qui pose quand même beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et si on veut, au contraire, favoriser que ce soit l'innovation, que ce soit le développement d'entreprises informatiques en France, ne pas se limiter à un seul fournisseur qui est déjà acquis, qui est déjà monopolistique, qui est Microsoft, ça semble pertinent. Ne serait-ce que parce que ça permet de laisser la concurrence et d'ouvrir le marché à de nouveaux acteurs, sachant qu'on a quand même aussi des acteurs du logiciel libre qui contractent déjà aujourd'hui avec un certain nombre d'administrations, y compris avec la défense, même si c'est pas sur des marchés comme la bureautique. Alors, moi, justement, j'ai voulu interviewer des gens de la gendarmerie, parce que la gendarmerie a fait le choix en 2002 de changer son système informatique pour passer au logiciel libre. Visiblement, ils sont plutôt contents du fait d'être passés au logiciel libre. Et quand j'ai demandé à la gendarmerie est-ce que vous voulez bien répondre à mes questions pour parler de qu'est-ce que c'est que le logiciel libre au sein de la gendarmerie, on m'a répondu c'est un peu trop touchy, on peut pas vous répondre pour l'instant. Oui, ça semblait étonnant, surtout qu'il y avait quand même eu un certain nombre de communications qui avaient été faites en 2009 et 2010, justement sur le passage au logiciel libre et à tout logiciel, totalement logiciel libre, c'est-à-dire à la fois pour l'utilisation bureautique, mais aussi même le système d'exploitation. Ils utilisent le système d'exploitation libre et ils ont vraiment que du logiciel libre sur leurs ordinateurs. Quand ils auront terminé la migration, ça devrait être d'ici 18 mois environ. Donc, et en plus, c'est vrai que d'après tout ce qu'on entend de la gendarmerie, ils en sont contents. C'est une économie réelle pour eux, parce que c'est plus d'1 million d'euros par an d'économiser. Actuellement, ce sera encore plus élevé une fois que tous les coûts de formation, etc., des utilisateurs seront amortis. Et en plus, ils trouvent qu'en termes de sécurité, en termes d'interopérabilité, il y a des vrais avantages à être passé au logiciel libre, ce qui nous semble effectivement logique et tout à fait réel dans leur cas. Et comme en plus on voit avec la gendarmerie nationale qu'ils ont vraiment aussi adopté les bonnes pratiques du logiciel libre, c'est-à-dire qu'un certain nombre de logiciels ne convenaient pas forcément exactement à leurs usages, donc ils ont modifié ou fait modifier ils ont adapté les logiciels pour que ça leur convienne mieux, et ensuite ont reversé à la communauté, donc à l'ensemble des utilisateurs qui le souhaitaient, les modifications qu'ils avaient proposées pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et donc là finalement on a au contraire un choix d'utilisation de l'argent public qui est particulièrement pertinent, parce que on a besoin, la gendarmerie avait besoin d'adaptation de logiciels, à payer effectivement des entreprises pour le faire, parce qu'elle n'était pas forcément compétente, mais comme c'était du logiciel libre, maintenant ces développements elle les possède, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas dépendante de l'entreprise qui a fait les développements pour des améliorations futures, elle peut choisir de passer par un autre fournisseur ensuite, et en plus, l'ensemble de ces améliorations sont disponibles pour tout le monde. Donc pour vous et moi, ou pour tous les autres acteurs publics, pourquoi pas, qui seraient potentiellement intéressés. Voilà. Donc on est vraiment là-dessus, voilà, et c'est triste de voir que la défense prend l'exact inverse comme chemin par rapport... Parce que là, concrètement, dans le contrat qui a été négocié, donc on ne connaît pas les tarifs qui sont en négociation en ce moment au ministère de la Défense, entre Microsoft et le ministère de la Défense. On sait par contre que le contrat qui avait été signé donc, avec Microsoft Irlande, c'était 85 € hors taxe pour les droits d'usage, donc la location chaque année du fait d'avoir le droit d'utiliser les logiciels, plus 15 € pour les services. Voilà. Or, dans le rapport du groupe de travail, estimait que il qualifiait ce surcoût de 100 € par ordinateur par an de surcoût inutile, des dépenses inutiles, et que ça aurait pu permettre de faire 20 millions d'euros d'économies par an
pour le ministère de la Défense. Ça, c'est un argument qui... Là, le gouvernement, vous avez posé au gouvernement cet argument-là, sur fond de crise, de faire des économies, ou c'est pas quelque chose que vous avez discuté? Alors, c'est une question que nous, on a posée, mais ce qu'il faut bien voir, notamment au niveau du gouvernement, ce qui les interroge, c'est de savoir le coût total qui pourrait être économisé, parce que simplement sur un ministère, ça peut sembler limité. Mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le montant des licences qui sont achetées et payées par les différents ministères. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chiffre qui existe, qui soit public, de dépenses faites par l'État vis-à-vis de Microsoft ou d'autres opérateurs d'ailleurs qui vendraient des licences logicielles. Pourtant, il y a des questions parlementaires qui ont été posées là-dessus. Il y a une question parlementaire notamment qui a été posée par le député Buy il y a quelques mois, qui n'a pas encore eu de réponse. Donc on attend impatiemment cette réponse de la part du ministre du Budget pour déjà connaître les coûts et les sommes dépensées annuellement pour pouvoir simplement proposer pourquoi pas des solutions logicielles libres pour réduire ces coûts. Donc, grosso modo, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que Microsoft Irlande et donc Microsoft États-Unis sait combien les administrations, le gouvernement français payent en licence à Microsoft, mais par contre, à l'Élysée, à Matignon, on ne sait pas. Après, on n'est pas dans les comptes de Microsoft non plus, donc on ne sait pas exactement, même si on peut imaginer qu'eux puissent faire des calculs en interne. On n'a pas les chiffres de Microsoft, évidemment, puisque ce sont leurs chiffres à eux en interne. Par contre, au niveau de l'État, oui, on n'a pas les chiffres, on ne connaît pas combien l'État donne chaque année à Microsoft en termes de licences et autres. Et là, concrètement, toujours dans ce rapport du groupe de travail militaire, donc là, ce sont des chiffres qui datent de 2008, donc il faudrait les actualiser aujourd'hui, mais ils extrapolaient à l'ensemble du parc informatique de l'administration française, ils disaient qu'on pourrait économiser 91 millions d'euros par an. Si, effectivement, on n'était pas dans cette logique propriétaire de dépendance à Microsoft. Voilà. Après, c'est une extrapolation, comme les chiffres ne sont pas connus. On aimerait bien qu'ils soient connus pour pouvoir avoir un chiffre déjà nettement plus précis. Et comment on peut expliquer que, alors que l'offre était fortement déconseillée par le groupe de travail, qu'elle était également déconseillée par le rapporteur de la Cour des comptes, comment ça se fait que ça a été validé, et que là, on répond plus du tout à vos questions, enfin c'est l'opacité la plus totale, alors que c'était quelque chose qui n'était pas acquis normalement? Normalement, après, qui n'était pas acquis. Après, c'était quelque chose, effectivement, qui a été déconseillé par le rapporteur, par les différentes commissions. Après, visiblement, il y a une décision politique, ensuite, qui a été prise, et une décision qui allait clairement en faveur de Microsoft. On a déjà eu le cas d'une décision comme ça politique. Est-ce que tu peux parler de ce qui s'était passé avec le format Microsoft il y a quelques années, où là, ça venait de très très haut? Absolument. Alors, c'était toute l'affaire qu'on a eue avec le RGI, donc le référentiel général d'interopérabilité, donc qui est un document consultatif, mais quand même important, puisque c'est le document qui permet aux administrations de voir quels sont les différents types de formats qui sont conseillés d'utiliser pour favoriser l'interopérabilité. Le format, c'est .doc, .rtf, l'extension de fichier, le type de document qu'on va créer. Voilà, qu'on va créer pour s'échanger des fichiers, notamment entre administrations. Donc les formats qui sont recommandés aux administrations. Donc à l'époque, avec la création du RGI, tous les groupes de travail qui étaient là étaient en faveur de l'Open Document Format, donc l'ODT, que certains connaissent, qui est un format qui est ouvert, dont les spécifications sont disponibles pour tout le monde, c'est-à-dire que tous les logiciels peuvent le proposer, etc., qui semblait qui était le plus pertinent. Quand tu parles d'ouvert, ça veut dire que n'importe qui, toute entreprise, peut s'en servir et le reprendre, on n'a pas besoin de payer une licence pour le droit de s'en servir. Absolument, toute la documentation est disponible, en fait. Donc chaque entreprise peut l'utiliser, il n'y a pas effectivement de coût de licence, ni de royalty, ni de redevance, ni quoi que ce soit. Éventuellement, il peut y avoir un coût pour obtenir la documentation la première fois, mais c'est tout. Donc on a ce format qui existe, qui est l'Open Document Format, qui était celui qui était favorisé par l'ensemble des commissions. Donc c'est remonté, on avait un document pratiquement finalisé, qui disait donc qu'il fallait utiliser ce format ODF. C'était le cas jusqu'à la version à peu près 0.98. Et à la version 1, mystérieusement, le RGI recommandait à égalité l'EDF et le format .doc de Microsoft. Et donc il y a eu une boîte noire entre les deux. Du jour au lendemain, le format Microsoft était dedans. Et on sait qui ou comment ça s'est... C'était du passage entre la fin des travaux de la commission à la signature politique. Les experts recommandent quelque chose, et quand le document final... le document est finalisé par les experts, envoyé aux politiques, et au moment de la signature, il y a un changement. D'accord, donc là le politique a changé la Alors que ce soit le politique ou que ce soit autre chose, on ne sait pas. D'accord. Mais c'est vraiment sur la dernière étape, après le travail des experts, qu'il y a eu des changements. Et là, on a le même cas de figure. Le rapporteur de la Cour des comptes, comme le groupe de travail du ministère de la Défense, déconseille l'offre Microsoft. Voilà.
qui est tamponné par le ministère, sans qu'on sache exactement qui a donné le tampon. En plus, il faut voir qu'il y avait différents types d'offres, et l'offre finalement de contrat de location, qui a été celle qui a été adoptée, était celle la plus déconseillée. Mais il y avait d'autres offres, y compris avec Microsoft, mais d'achat de licences, etc., qui leur semblaient finalement plus pertinentes. Et c'est vraiment l'offre la plus favorable à Microsoft, celle la plus addictive, et aussi la plus dangereuse en termes de sécurité, de pérennité, d'interopérabilité, qui a finalement été retenue. Logique. Voilà. C'est toujours dans le groupe de travail, ils écrivent texto, la seule certitude qui apparaît sur l'offre Microsoft, c'est une dépense supplémentaire de 3 millions d'euros par an. Voilà. Oui, c'est donc, ça. Perte d'indépendance, on résume, perte de souveraineté nationale, risque en matière de sécurité informatique, parce qu'on ne sait pas exactement comment fonctionnent ces logiciels, ça coûte plus cher, ce sont des dépenses inutiles, et c'est signé avec Microsoft Irlande, histoire de ne pas payer d'impôts. Exactement. Tout va bien. Voilà. Et maintenant, a priori, c'est ce qu'ils veulent recommencer. Alors même qu'ils étaient engagés à ne pas le refaire en 2009. Alors, en réponse à une question parlementaire en 2009 ou 2010, je ne sais plus, Bernard Carayon, il y avait le gouvernement qui avait dit « Vous inquiétez pas, on va développer une alternative open source qui va être déployée en parallèle en 2011 ». Est-ce que tu as une nouvelle de l'alternative? Nous, on n'a rien vu. Alors, si c'est quelque chose en interne, on aimerait bien être au courant, on aimerait bien qu'il y ait une information qui soit faite sur le sujet. Mais en tout cas, rien n'a été publié, rien n'est public sur le sujet. Donc, on peut... Quand on voit qu'il y a une intention de renouveler le contrat open bar, on peut avoir des doutes sur la pérennité de cette annonce, qui était pourtant plutôt positive. Moi, les différents militaires ou anciens militaires que j'ai contactés pour faire cette enquête me parlent de scandale national. Comment ça se fait que personne n'en parle? Parce que, alors... Presque personne. Il y a eu quelques articles en 2009 dans la presse, 3-4 articles dans la presse informatique sur Internet. Là, il y a eu 2-3 articles sur PC Impact. Il y a eu 2-3 articles, mais après, que ce soit en termes d'habitude, je pense, de beaucoup de personnes d'utiliser du Microsoft, ou finalement la question du scandale, alors même qu'il est réel. On en a parlé, que ce soit en termes de souveraineté, en termes de sécurité, etc. Il y a de vrais problèmes, mais il y a une habitude telle, une addiction telle à Microsoft, notamment dans les administrations, que ça ne semble pas un tel scandale à beaucoup de monde. Et clairement, on voit sur toutes les questions qui touchent à l'informatique et aussi au monde... vraiment à l'informatique aujourd'hui, ce qui ne passerait pas dans beaucoup d'autres domaines semble encore normal aujourd'hui, malheureusement. Et addiction au sens où il y a aussi la Cour des comptes veut y passer, le ministère de l'Éducation, le ministère du Travail, le commissariat à l'énergie atomique, l'ANSSI, vous avez contacté l'ANSSI pour savoir... donc l'ANSSI, c'est l'agence en charge de la cyberdéfense, donc de la sécurité informatique, qui est là pour vérifier que les ordinateurs de l'administration française soient protégés. Oui. Elle a été contactée, l'ANSSI ? Alors, on n'a pas vraiment eu l'occasion de discuter avec eux. Et après, peut-être qu'elle a été contactée par le ministère de la Défense, mais comme toujours sur ce dossier, on n'en sait rien. Il n'y a aucune information. C'est la boîte noire. Donc on a la grande muette, la boîte noire, et par contre les finances publiques, quoi. Et voilà, c'est les finances publiques, on parle de crise aujourd'hui, on parle de réduction des dépenses, on parle aussi d'indépendance, de pérennité, etc. Et aujourd'hui, on passe des contrats qui vont complètement contre ça, alors même qu'on dit dans des documents, dans des circulaires interministériels, par des circulaires signées par le Premier ministre, qu'il ne faut surtout pas le faire. On a encore eu le cadre stratégique du système d'information de l'État, qui est sorti il y a 2 semaines, 3 semaines, aujourd'hui, qui est signé par le Premier ministre, qui dit qu'il faut faire attention à ne surtout pas renforcer des positions monopolistiques d'un seul fournisseur, qu'il faut prendre en compte les questions de pérennité, d'interopérabilité, qui sont en réalité... complètement à l'opposé de ce qu'on a aujourd'hui avec ce type d'accord cadre qu'on voit entre le ministère de la Défense et Microsoft. Et pourtant, ça continue d'être passé, de signer. Alors, d'où ça vient? Est-ce que c'est des questions de mauvaises habitudes? Est-ce que c'est des questions de quelques personnes qui continuent de signer ces contrats? Est-ce que c'est des questions de changement de mentalité et d'esprit qui doivent encore avoir lieu? On n'en sait rien. Mais on a clairement un problème là-dessus. Alors tu parlais d'interopérabilité, dans le courrier de janvier dernier qui annonce que le contrat va être a priori reconduit, il dit que oui, il faut signer avec Microsoft parce que ça va permettre nos systèmes d'être interopérables avec les systèmes de l'OTAN. C'est un non-sens. Pourquoi ? Parce que l'interopérabilité, c'est la capacité entre différents systèmes d'échanger complètement des informations entre elles.
Alors, c'est-à-dire un ordinateur sous Macintosh, de communiquer avec un ordinateur sous Windows, de communiquer avec un ordinateur sous BSD ou Linux. L'interopérabilité, c'est ça, c'est que l'information peut être complètement échangeable et la communication se fait de manière nette, sans perdre d'informations entre les différents ordinateurs. C'est vraiment ça. Et donc, au contraire, utiliser des logiciels libres qui utilisent des formats donc, ouverts, donc, comme on disait, qui peuvent être... où tous les logiciels peuvent avoir les spécifications, donc peuvent les utiliser, c'est ça l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est de pouvoir utiliser des formats ouverts, des formats qui fonctionnent avec l'ensemble des ordinateurs. Alors de dire que, oui, il nous semble que tout le monde utilise Microsoft, donc on va utiliser Microsoft, donc ça va être interopérable, c'est juste un non-sens. Parce qu'au final, on s'enferme tous ensemble dans le même système, et on renforce la dépendance, on se renforce mutuellement nos dépendances au même fournisseur qu'est Microsoft. Donc on s'enferme nous-mêmes dans leur précarité. Et pour revenir sur le prix, donc c'est 85 € hors taxe pour les droits d'usage. Donc là, c'est de l'argent qui va directement aux États-Unis. Enfin, ça ne concerne pas le fait qu'il y ait des développeurs en France qui travaillent au développement de ces logiciels. Par contre, il y a 15 € hors taxe pour le service. Là, par contre, c'est a priori sur les gens qui sont au Kremlin-Bicêtre ou des gens qui peuvent faire du support technique. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est une évasion d'argent qui pourrait être investi en France auprès d'entreprises informatiques. Absolument. On a beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France informatiques. D'ailleurs, même le fait de signer avec Microsoft Irlande, c'est quand même un non-sens absolu. Après tout, Microsoft a aussi une filiale en France. Mais même en logiciel libre et d'autres, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui existent aujourd'hui et qui pourraient tout à fait proposer ce type de contrat, que ce soit pour le support et pour les services, ou pour le déploiement, pour la maintenance informatique. Dans le courrier de janvier dernier qui annonce la reconduction du contrat, il explique que les solutions dites libres n'offrent pas de gains financiers notables. Et de gains financiers notables, on s'aperçoit que ça coûte moins cher que Microsoft, mais que quand même, c'est pas suffisamment notable pour qu'on arrête de payer pour avoir du Microsoft. Oui, c'est l'exemple type de l'addiction, c'est que le gain n'est pas suffisamment important pour qu'on fasse l'effort même d'envisager autre chose. Ça semble paradoxal. Et là, le ministère de la Défense, c'est le seul qui a réussi à sanctuariser son budget. C'est-à-dire que tous les ministères doivent baisser leur budget. Il n'y a que le ministère de la Défense qui a réussi à le garder au top. Absolument. C'est ça qui est quand même paradoxal. Et en plus, quand ils disent que les gains ne sont pas suffisamment notables, une fois de plus, ils ne prennent en compte que les coûts à court terme à l'année. Ils ne prennent pas du tout en compte, par exemple, les coûts de sortie. Ou les coûts d'évolution. Ni les gains, parce que au lieu de payer 85 € hors taxe par an pour un droit d'usage qui va directement à Microsoft aux États-Unis, ce serait tant d'argent qui serait réinvesti dans l'économie locale française pour payer des développeurs, des entreprises françaises. Absolument. Déjà, il y a cet aspect-là qui est évident. Et en plus, comme ils ne prennent en compte que l'achat à l'année, ils ne prennent pas en compte la nécessité de coûts de sortie. Et dans ces cas-là, et c'est la question qu'on peut se poser avec ce type de marché, c'est qu'est-ce qui se passe si Microsoft décide de doubler ou de tripler ses prix dans 3 ans ? À la prochaine renouvellement de contrat, finalement, les gens seront tellement enfermés dans ce système qu'ils n'auront plus d'autre choix que de continuer, donc avec un risque financier qui est réel. Ou même si, on ne sait jamais, même si ça ne semble pas le cas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si jamais l'entreprise Microsoft ferme ou elle décide d'arrêter ces produits-là. Finalement, on se retrouve avec des bureautiques qui deviennent inutilisables, avec des documents qui en plus sont des formats propriétaires, c'est-à-dire les formats sous lesquels sont enregistrés les documents sont difficilement lisibles avec d'autres logiciels. Et comme on ne pourra plus peut-être utiliser les logiciels Microsoft, on ne pourra simplement plus lire les documents qu'on aura enregistrés. Donc on risque clairement de perdre tout simplement toutes nos informations. Alors quand on parle de la défense, c'est quand même un gros problème, parce que les informations, il faut les stocker à long terme. Mais déjà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu des soucis un jour ou l'autre pour ouvrir des documents de traitement de texte quand Microsoft a décidé unilatéralement de changer de format, ou quand ils ont voulu passer lire... de doc à docx, par exemple. Par exemple, ou quand d'autres ont voulu leur envoyer des documents qu'ils avaient pourtant sous des standards comme l'ODT, d'avoir plein de problèmes de lecture, de choses qui changent, simplement de ne plus pouvoir ouvrir les fichiers. Alors qu'est-ce qui va se passer si jamais Microsoft décide à nouveau de changer ? Toutes ces informations-là qui sont sensibles et qui sont de plus en plus présentes sous forme dématérialisée, parce qu'on n'imprime plus aujourd'hui, de moins en moins tout ce qui est information importante, si on ne peut plus les lire, qu'est-ce qui va se passer ? Donc même s'il y a une question financière qui est réelle et qui est importante, on a des questions comme ça en termes de sécurité, en termes de pérennité, qui sont de plus en plus fondamentales et qui ne sont pas du tout prises en compte par les administrations. Ni par le gouvernement. Ni par le gouvernement. Qui parle de réduction budgétaire, mais qui
Et c'était des chercheurs qui avaient fait d'ailleurs l'étude sur les questions de fichiers. Alors c'était pas en France, c'était en Suède, où il y a un droit de se faire communiquer des délibérations, notamment des conseils municipaux, pendant 15 ans. On a le droit de demander sous forme dématérialisée. Donc un chercheur qui s'est amusé à demander à toutes les municipalités une délibération d'il y a 15 ans. Plus de 60% n'ont pas pu le fournir parce qu'ils n'avaient plus à ouvrir le document en question. Ils avaient souvent des documents numériques, des documents informatiques, et ils n'arrivaient plus à l'ouvrir parce qu'ils utilisaient des logiciels qui n'existaient plus aujourd'hui, alors que ça semblait des logiciels évidents à l'époque. Alors que justement, l'intérêt des logiciels libres, c'est que non seulement il y a une interopérabilité, quel que soit le système d'exploitation, le type de logiciel qu'on utilise, on peut l'ouvrir, mais en plus, il y a ce qu'on appelle la compatibilité ascendante, c'est-à-dire que dans 10 ans, 15 ans, on pourra de toute façon continuer à ouvrir le logiciel. Et aussi parce qu'il y a un choix très clair, le fichier, parce qu'on a un choix très clair de pouvoir continuer à utiliser des standards. C'est-à-dire que comme les standards, ils sont ouverts, ça veut dire qu'on peut simplement, même si jamais plus aucun logiciel dans 15 ans n'utilise le format, comme c'est un standard et qu'il est ouvert, la documentation est disponible. Donc on peut reprendre, dans le pire des cas, la documentation et recréer un nouveau logiciel qui permettra de lire le fichier. Donc on sait qu'on pourra récupérer cette information. Même si le logiciel vient disparaître et que le format semble obsolète. Ce qui n'est absolument pas le cas avec des formats de fichiers propriétaires. On a des équivalents dans d'autres pays où ils ont été confrontés à la même situation. Sur la question de défense et de ces accords. Que ce soit défense ou administration. Et la dépendance à Microsoft, pour le coup. Sur la dépendance à Microsoft, pas que je connaisse précisément. Après, typiquement, voilà, on a ce type d'exemple qui est ponctuel sur des questions de format de fichier, mais qui en reste réel. Et après, par contre, il y a quand même un certain nombre de pays qui commencent à réfléchir, à faire des transitions vers un choix de logiciels libres, justement pour ces questions-là, et c'est ces questions-là qui sont prioritaires. Alors, je pense notamment au Danemark, aux Pays-Bas, où il y a un choix très clair qui est fait depuis un moment par les administrations, ne serait-ce que pour les formats de fichiers, mais aussi pour d'autres, de plus en plus pour d'autres logiciels et pour d'autres applications, pour justement ne pas se retrouver enfermés comme on l'est aujourd'hui en France, malheureusement. Et il y a d'autres exemples, par la gendarmerie, il y avait l'Assemblée nationale qui à un moment était passée... La gendarmerie nationale était passée complètement en 2007 au logiciel libre. Alors, malheureusement, il y a eu visiblement un lobbying assez intense. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, oui. Tu as dit la gendarmerie nationale. L'Assemblée nationale, oui, a été passée complètement en 2007. Malheureusement, en 2012, avec la nouvelle législature, on a eu un recul. Alors, sans doute lié à un lobbying assez intensif de la part de Microsoft, et aussi apparemment quelques soucis de compatibilité de matériel, notamment de smartphones et de tablettes, avec les ordinateurs sous logiciel libre, qui ont fait que on a proposé pour cette nouvelle législature aux députés le choix entre logiciel libre et logiciel propriétaire pour le poste de travail. Et notamment en arguant du fait que les licences Microsoft étaient très peu chères. Soudainement, après 5 ans sous logiciel libre, si vous voulez repasser sur Microsoft, ça leur coûtait pas cher du tout. Visiblement, en plus, il y avait un certain nombre de problèmes avec la nouvelle version libre qui était proposée. Alors par exemple, le fait qu'ils ne pouvaient pas utiliser de messagerie directement dans l'ordinateur, mais de passer par un webmail, etc., qui ont fait que malheureusement aujourd'hui on a de plus en plus de députés qui ont opté pour Microsoft, même si certains, par choix éthique et philosophique, continuent d'utiliser du logiciel libre. Juste pour préciser, Firefox c'est près de 40% du marché maintenant des navigateurs. Voilà. Par contre, OpenOffice, on est loin, enfin c'est Office qui est encore majoritaire. Voilà. Oui, OpenOffice ou LibreOffice, puisqu'il existe plusieurs, sont assez minoritaires. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a une habitude qui est qui est acquise finalement par ce qu'on voit dans les entreprises qui ont pris l'habitude d'utiliser les produits Microsoft. À l'école, même si ça commence à évoluer dans certaines académies, on apprend encore malheureusement beaucoup aux enfants à utiliser du Microsoft et le logiciel Microsoft. Au lieu d'apprendre aux enfants à utiliser un traitement de texte, on leur apprend à utiliser Word. Voilà. C'est un peu comme si, au lieu d'apprendre à conduire une voiture quand on passait le permis de conduire, on t'apprenait à conduire une Peugeot. C'est ça. Exactement. Et le nombre de personnes qui parlent d'un PowerPoint au lieu de parler d'une présentation, d'un diaporama. Oui. Alors que c'est une marque. Et il y a cet effet d'entraînement qui est très fort et qui continue d'être extrêmement présent malheureusement aujourd'hui. C'est très très fort d'un point de vue marketing en fait. Voilà, il y a vraiment un aspect marketing. Et justement,
que ce soit par l'entreprise ou par l'école, on apprend aux gens à utiliser ça. Et simplement, beaucoup de gens n'imaginent même pas qu'on puisse utiliser autre chose que du Microsoft. Et aussi par la vente liée, le fait d'être forcé d'acheter des logiciels quand on achète un ordinateur, avec des logiciels souvent Microsoft dessus pour toutes les machines, pour beaucoup de machines, ça entraîne qu'on n'imagine pas que des ordinateurs puissent être vendus sans Microsoft. C'est juste on va finir là-dessus, c'est un truc que je trouvais assez rigolo. C'était une phrase je crois que c'est le rapporteur, qui disait que grosso modo les seules garanties qu'offre Microsoft, c'est qu'on on loue le droit d'utiliser une voiture qui a 4 roues et qui avance quand on la démarre. Mais tout le reste, il n'y a absolument aucune garantie que les fenêtres ouvrent et ferment, que le coffre ouvre et ferme, que quand on tourne à droite, ça va à droite. Enfin, il n'y a aucune garantie. C'est les fameuses CGU, conditions générales d'utilisation. Tu peux expliquer ce que c'est et en quelle mesure ça protège ou pas l'utilisateur? Les conditions générales d'utilisation, c'est toutes les conditions qu'on voit qui s'affichent à l'écran. Celles qu'on lit jamais et on signe j'accepte. J'accepte, voilà. Et qui imposent un certain nombre de restrictions à l'utilisation du logiciel et un certain nombre de conditions qui sont imposées par celui qui propose le logiciel. Et effectivement, ça pose plein de problèmes, notamment dans le cas de ministères comme la Défense, où déjà personne ne lit les CGU, donc on peut s'interroger sur si ce qu'on fait est bien légal et bien compatible avec ces conditions générales. Et en plus, pour reprendre la métaphore que tu utilisais, la voiture elle a 4 roues à l'avance, mais on ne sait pas dans quelle direction, parce que finalement, on perd le volant. Ouais. En fait, les CGU, ça protège l'entreprise, voilà. Mais ça ne protège pas du tout l'utilisateur. Non, absolument pas. Merci beaucoup. Merci.